à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Comment ça va, Cyril? Ça va bien, mais j'ai très peur de l'intro, comme d'habitude, mais ça va, Martin. Non. Cyril Morin, donc pas de Maxime Dupuis aujourd'hui, parce que Maxime travaille sur le tennis. Voilà, il bosse son coup droit, il bosse son revers, puisque l'Open d'Australie est à suivre sur Eurosport. En exclusivité sur Eurosport. En exclusivité. Il a bien appris son texte, mais il faut savoir que Cyril fait partie des patrons, des chefs. Des huiles. Des huiles. Pourquoi il est allé si haut et pourquoi il est allé si vite? Parce que Cyril, il connaît le sport. Non, mais c'est vrai, tu connais le sport. J'ai très peur de ce qui va se Mais faire. non, mais il connaît le sport, il l'analyse bien. Ouais. Ça, il a toujours la vision d'avance. Ouais, hein. Le coup d'avance. Ouais, le coup d'avance. Et on va se souvenir de ce que tu nous as dit, parce qu'on a fait une stream team ensemble cet été. Ouais. Et on va se souvenir de ce que tu nous as dit sur l'Olympique lyonnais. Tu voulais pas qu'on parle de Gyökeres d'abord? On va se souvenir de ce que tu nous as dit sur l'Olympique lyonnais. Faut penser que Lyon va jouer la Ligue Europa aussi la saison prochaine. C'est vrai. Donc ils joueront quoi l'année prochaine, Cyril? Moi, à mon sens, ce sera ventre mou, voire ça m'étonnerait pas qu'à un moment on voit Lyon 15e de Ligue 1, tout simplement. Donc le maintien. Le maintien, ça dépend quelle barre du maintien on fixe. Je les vois pas 20e comme il y a quelques saisons. Surtout qu'avec 18 clubs. Voilà, exactement déjà. Et Lyon est 4e aujourd'hui. Ouais. Donc Lyon est 4e, premier de Ligue Europa. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement que dans cette émission, il y a un mec qui s'y connaît un petit peu. Il y a un mec qui s'y connaît un tout petit peu. Si tu t'avances sur quelque chose d'un peu plus rationnel, où tu as un groupe plus resserré, où tu n'as pas des mercatos qui te foutent la pagaille tous les 6 mois, ben moi je pense que Lyon peut y arriver aussi bien que l'an dernier. Voilà. Lyon peut y arriver aussi bien que l'an dernier. Lyon était 6e l'an dernier. Lyon est 4e. Non, mais Lyon est 4e aujourd'hui. Donc on a Cyril Morin, chef d'Eurosport. Le mec dirige une rédaction sportive. Et il pensait il y a 5 mois que Lyon allait descendre en Ligue 2. Voilà ce qu'il pense. Voilà ce que tu pensais. Mais j'assume tout à fait ce que j'ai dit. Voilà ce que tu pensais. Non, j'ai dit qu'on allait jouer le maintien. J'ai dit que Lyon allait jouer le maintien, pas qu'ils allaient descendre. Qu'on allait jouer le maintien, carrément. Alors le mec, ça y est. Et ensuite... Si je ne me trompe pas, dans la même émission, il y avait un débat. Pour te dire, Gyökeres est-il l'homme qui va changer la première ligue? Rien que ça. Et Lyon est combien? Et Arsenal est combien? Et Gyökeres. Arsenal. Mais non, mais Arsenal est largement devant en première ligue. Grâce à Gyökeres, qui a mis 36 buts. C'est la meilleure équipe d'Europe. Donc il y a ceux qui connaissent le football et que heureusement qu'ils sont là pour tenir cette émission sur les épaules. Et puis il y a ceux qu'on nous sort tous les 2-3 mois, qui sont là et qui nous sortent saucisse sur saucisse. Tu ne devrais pas jouer à ce jeu-là, Martin. Si. Je vais aller retrouver une nuit du mercato, échange, Areola, Keylor Navas, et Martin qui nous dit je vois pas une énorme différence entre Areola et Keylor Navas. T'as la preuve, t'as quelque chose? Non, je vais retrouver l'émission, pas de souci. On peut dire tout et n'importe quoi. Écoutez, fidèles auditeurs du FC Stream Team, vous ferez votre propre opinion. YouTube, donc c'est plus des auditeurs, c'est des téléspectateurs. Oui, mais justement, ils sont tellement fidèles qu'ils nous ont suivis du podcast à l'émission sur YouTube. Bref, je me doutais que ce serait une intro comme ça, mais ça tombe bien, on va pouvoir remettre les pendules à l'heure concernant l'Olympique lyonnais, puisque ce sera le deuxième sujet du jour. Martin, avant ça, on parlera de quoi aujourd'hui dans le FC Stream Team? Plutôt que de revenir sur les faits passés, les analyses. C'est factuel, ça s'appelle du fact-checking, Cyril. Je pense qu'à la tête d'Eurosport, on n'a pas mis les bonnes personnes. Et que ceux qui auraient dû diriger cette rédaction, c'est ceux qui connaissent un petit peu le football et le sport en général. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, voilà. Donc, premier sujet, la saison de l'OM, est-ce qu'elle peut dérailler? Marseille qui s'est pris une doudoune, une piquette contre Liverpool en Ligue des Champions, 0-3 au Vélodrome. On se posera des questions sur cette saison. Oui, d'autant que ce week-end, il y a Lens et la dernière journée de Ligue des Champions. Exactement. On parlera ensuite de l'Olympique lyonnais, du regain de cet Olympique lyonnais. 4e de Ligue 1, premier de Ligue Europa. On se posera une question un peu provoque, mais malgré tout qui mérite d'être posée. Fonseca est-il le meilleur coach de Ligue 1? Manchester City n'allait déjà pas terrible, mais défaite face à Manchester United. Défaite à Bodø/Glimt en Ligue des Champions. 2 défaites plutôt humiliantes pour Guardiola. Ça fait quand même 1 an et demi que Manchester City est un peu à la cave. Et on se posera cette question, est-ce que Guardiola a bien fait de prolonger? Est-ce qu'il a eu tort ou est-ce qu'il a bien fait de prolonger à l'automne dernier, automne 2020. Novembre 2024. Voilà, automne 2024. Ce sera la dernière partie de cette émission avec, vous l'avez compris, un Cyril qui va nous livrer des analyses et sa vision, mais là, il y a du flair. Hein. C'est moi qui ai le gros pif, mais c'est lui qui a du flair. Ça, je peux vous le dire. Et il y aura évidemment le quiz en fin d'émission avec Quentin Guichard. N'hésitez pas à commenter, à rappeler à Martin ses takes désastreuses aussi. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Ok, Coupe du Monde 2018. Il n'y en a qu'un en France. Je pense qu'il voit la France championne du monde. Et devant vous, c'est moi qui parle, c'est moi.
Voilà, c'est moi. Donc moi, je vois la France championne du monde. Cyril, t'avais dit qui, toi? L'Ouganda, non? Le Botswana? Ouais, exactement. Ouais, le Suriname? Ouais. Non, mais je sais plus, il faudrait regarder ça. Mais bon, voilà. Cyril Morin, Madame Irma de la chose footballistique. 2022, j'avais pas dit l'Argentine par hasard? Bref. Voilà, on en a tous eu. On va passer au premier sujet. Martin, si tu le veux bien, on va revenir sur la semaine de l'OM et se projeter sur celle qui vient. Cyril. Défaite. Sans rien dire finalement face à Liverpool. Il y avait un vrai monde d'écart entre Marseille et Liverpool. Alors que Marseille restait sur un gros match face à Angers. Ouais. Il y avait eu aussi un match convaincant en Trophée des Champions. À quoi elle ressemble cette saison de l'OM? Est-ce que, au final, on voit que l'OM est rattrapé en Ligue 1, on voit que sa place lors des barrages de Ligue des Champions n'est pas encore assurée. Est-ce que la saison de l'OM, Cyril, peut dérailler? Oui, parce qu'en plus, on est dans un club par nature un peu irrationnel et qui, je trouve, est pas forcément protégé de ça avec les personnalités à sa tête, que ce soit Longoria ou Benassia, et même De Zerbi qui est ultra volcanique aussi. C'est un match très important qui se profile samedi face à Lens. Lens qui a réussi un début de saison exceptionnel, qui à l'inverse avance sur quelque chose de stable, de calme, parce que l'environnement est aussi très différent. Pierre Sage versus De Zerbi. Mais si on fait le scénario du pire, avec une victoire lensoise au Vélodrome, et donc, si je dis pas de bêtises, 11 points d'écart entre Marseille et Lens à l'issue de cette journée, ça peut tanguer sévèrement. Il y a encore un scénario qui existe où l'OM ne réussit pas à se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions, à quelques heures de la fin du mercato. Il y a un monde où ça déraille, oui, et je trouve que les signaux envoyés depuis quelques semaines sont pas rassurants sur la stabilité émotionnelle et sportive de cette équipe. Et De Zerbi l'a très bien expliqué en conférence de presse après Liverpool. Quand il s'assoit sur le banc, il n'arrive pas à savoir quelle équipe il va voir. Sa propre équipe. Ouais, mais ça dit quelque chose des limites de l'OM, des limites de Zerbi aussi. Oui. Mais c'est pas possible que l'OM ce soit comme une boîte de chocolat. C'est pas possible que on ne sache pas à quel OM s'attendre au coup d'envoi d'un match. Surtout, mais je l'ai répété voilà, ceux qui suivent la Stream Team depuis le début doivent commencer à être lassés par mon discours, mais c'est ce que je dis quand même depuis des mois, c'est que cette équipe de l'OM doit être le principal protagoniste derrière le PSG en Ligue 1. En fait, il n'y a pas de débat là-dessus. On l'a vu face au PSG, on l'a vu face à Newcastle, on l'a vu dans des gros matchs, des très très gros matchs. Ça n'a pas été le cas face à Liverpool, mais on a l'impression quand même d'une équipe qui, en termes d'effectifs, en termes de talent, elle est largement au-dessus des autres en Ligue 1, hormis le Paris Saint-Germain. Et ce match face à Lens, en fait, les rôles, ils sont pas bien distribués. Ouais. C'est-à-dire que c'est Marseille qui devrait être à la place de Lens, profiter des déboires du Paris Saint-Germain et être en tête de la Ligue 1. Ce Marseille-là a un vrai potentiel pour gagner, je parle de potentiel, pour gagner la Ligue 1 cette saison, alors que Paris laisse des points en route. Et voir Lens potentiellement les mettre à 11 points, ouais. Mais Marseille sera encore dans ses objectifs Ligue des Champions, etc. Mais ce serait quand même un tout petit scandale. Cette équipe, voilà, ce que je disais, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat pour moi, mais on est sans cesse dans l'irrationnel, dans l'exagération. Prenez la semaine qui vient de se passer. Tu gagnes 5-2 à Angers. T'as l'impression que c'est le Barça. C'est parti. Ouais. Ça y est, c'est bon, ça y est, on y est. Surtout que ça succédait quand même à un match, à un trophée des champions où ils avaient dominé le Paris Saint-Germain. Ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient dominé le Paris Saint-Germain. Et 3 jours après, tu te retrouves au Vélodrome face à Liverpool. Ok, c'est Liverpool. Tu ne te retrouves pas face à Bodø/Glimt. C'est Liverpool, mais tu te fais massacrer par contre. Là, il y a quand même un écart assez gigantesque parce que tu as l'impression que c'est une équipe qui est toujours sur le fil. Tu as l'impression que Roulier va pouvoir te sauver la mise ou te faire une boulette pas possible. Tu as des joueurs aujourd'hui qui sont vraiment sur le fil. Je pense à Roulier, je pense à Pavard, je pense à Balerdi, qui sont quand même des joueurs... voilà, ils sont sûrs. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est sur un fil. Et moi, ce que je reproche principalement à cet OM, c'est de ne pas avoir un niveau moyen. C'est une équipe qui devrait avoir un niveau moyen qui lui permette de regarder de haut 16 des 18 équipes de Ligue 1. Et ça m'énerve, mais alors profondément. C'est marrant parce que tu as cité des joueurs quand même. Par le passé, peut-être qu'on aurait pu reprocher parfois une certaine jeunesse, fraîcheur à un effectif olympien. Le travail fait par Longoria et Benassia, il y a des cadres partout. Enfin, je veux dire, Højbjerg, Kondogbia, Balerdi, Pavard, Aubameyang, ces mecs-là, ils en ont joué des matchs comme ça, comme celui face à Liverpool. Et alors,
être dans une impasse tactique au début du match parce que Slot domine De Zerbi, pourquoi pas? Mais en fait, il n'y a jamais quelque chose qui change. Et même dans le caractère, un mot qu'aime beaucoup De Zerbi, il n'y a pas une seule fois un sentiment de révolte ou le truc de en fait, à un moment, vas-y, ça me saoule, je vais redescendre, je vais provoquer quelque chose. T'es sur un truc de on n'arrive pas à ressortir le ballon avec Kondogbia et Højbjerg. Comment on fait? On va réessayer de sortir le ballon avec Kondogbia et Højbjerg. Non, en fait, change quelque chose. Et De Zerbi aussi. Donc, je comprends pas parce que je trouve qu'il y a des cadres qui sont pas au niveau et je comprends pas aussi la relation de ce vestiaire avec De Zerbi. La façon dont De Zerbi réagit à la défaite face à Liverpool me pose problème. Je jette les joueurs sous le bus. Pavard, le jeu était de son côté, mais lui-même l'a pas compris. Rulli décide de pas mettre un joueur sous le mur, c'est son choix. On a l'impression qu'il se dédouane beaucoup et peut-être qu'il a des choses à protéger de son côté, notamment vis-à-vis de la presse anglaise, parce qu'on sait que De Zerbi est potentiellement encore bankable en Angleterre, mais la réalité de ce match, il se fait rouler dessus par Arne Slot et il a aucun moyen de réagir. Donc, je vais faire une analogie qui va paraître bizarre, mais j'ai l'impression avec De Zerbi de retrouver des trucs, et on a eu tellement de débats à l'époque de l'OL de Genesio, c'est-à-dire que, en fait, il y a des résultats et effectivement, il n'y a pas péril en la demeure. Cette équipe, elle est 3e de Ligue 1. Il suffit qu'ils gagnent contre Lens pour que tout soit relancé, qu'ils arrivent à se qualifier pour le barrage. Mais comme tu dis, ils sont sur un fil sur cette capacité-là. Et ensuite, on n'a pas la plénitude de l'effectif que ça devrait offrir. On devrait avoir des résultats. Et comme tu dis, on marche sur Nantes, on marche sur Angers. Ça devrait être la norme. Et en fait, sur Nantes, mais justement, l'OM devrait pouvoir marcher sur Nantes. Donc, moi, j'ai du mal encore vraiment à voir le fil conducteur de cette équipe. Parce qu'au fond, je leur en veux pas de perdre contre Liverpool à domicile en Ligue des Champions. Dans ces proportions-là, moi, je leur en veux un peu. Dans ces proportions-là, oui, mais je leur en veux pas. Là où je leur en veux, c'est de perdre des points contre Toulouse sur une touche longue à la dernière seconde. Et le match contre Nantes, qui est indigne d'un prétendant, ne serait-ce qu'au podium. Nantes qui est à la ramasse. Nantes qui s'est encore fait éclater contre le Paris FC la semaine dernière, qui la semaine d'avant va battre l'OM au Vélodrome sans qu'il y ait photo. Ça, c'est pas possible. Moi, ce que je reproche principalement à cette équipe et à De Zerbi, c'est une équipe qui marche au sentiment, à l'exaltation, à l'élan. Et tu as l'impression, je me suis fait souvent la réflexion en regardant les matchs de l'OM, tu regardes les 5 premières minutes, tu sais à peu près quel match tu vas avoir. Ouais. Comment c'est possible d'être... Alors que c'est censé être l'équipe... Elle est imprévisible, mais pas du bon côté... Oui, mais comment tu peux être aussi inégal j'allais dire d'une semaine à l'autre, mais quasiment du samedi au mercredi, du mercredi au dimanche, et tu vois tout de suite. Ça, c'est la part de responsabilité quand même de Zerbi qui quand même doit te préparer, c'est lui qui te met en condition. Et il y a de telles fluctuations que ça pose des vraies questions. Parce que c'est pas qu'individuel. Oui, il y a des joueurs qui sont en train un petit peu de décliner. De décliner, peut-être physiquement, peut-être voilà. Mais c'est dans l'ensemble, moi, que ça me pose plus de problème. Et ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que au-delà du cadre sportif, si on exporte à Longoria et à Benassia, tu as aussi l'impression que Kondogbia, Højbjerg, ils n'ont pas fait un bon match, il nous faudra un nouveau milieu qui sache faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Aubameyang et Gouiri, là, ils ne sont pas très bons. On va peut-être, Gouiri, c'est peut-être le moment de l'exfiltrer, on va aller chercher un nouvel attaquant. En fait, on ne construit rien là-dessus. Mais ça, c'est... Et on en avait parlé à l'époque, et je refais encore une analogie avec l'OL, cette fois-ci sur Textor. Souvenez-vous des résultats de Pierre Sage avec l'OL en période de mercato, hors période mercato. Les chiffres étaient suffisamment parlants pour se rendre compte que cette bougeotte systématique sur le mercato, ça aide pas à construire quelque chose. Et je trouve que ça va un peu dans le sens de l'irrationalité de là, les 2 derniers matchs, derrière, on n'a pas été bon, on va prendre un nouveau défenseur central. Ok, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est comme ça que tu construis un effectif? Je suis pas sûr. Surtout que tu as Aguerd qui revient, et lui, pour le coup, il va faire du bien. Simplement, les 10 jours qui viennent, là... c'est décisif, là. Donc, tu as Lens, tu as Bruges. Donc, déjà, en Ligue 1, tu sais si tu vas pouvoir un moment revenir sur Lens et si tu vas te qualifier pour les barrages. Et après, tu as quand même... Alors, tu as le Paris FC, et après, tu as Rennes, en 8e de finale de la Coupe de France. Où il n'y a plus le Paris Saint-Germain. Voilà, l'élimination du Paris Saint-Germain, de fait, rend cette fin de Coupe de France, parce que tu as des clubs qui n'ont plus gagné de titre depuis 72 ans, Lyon, Marseille, qui peuvent en profiter. Alors, il te reste du Lens, il te reste du Monaco, il te reste du Strasbourg, donc voilà. Mais tu as une vraie compète à gagner, et c'est peut-être la plus facile à gagner depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà, tu as 10 jours qui vont être pivots dans la saison de l'OM pour savoir ce à quoi on doit s'attendre pour la fin de saison.
On va enchaîner, mais on va terminer sur l'OM, parce qu'en fait, j'allais dire, on va parler de Lyon, même Lille dans une certaine mesure, Lens. On a l'impression que de ce quintet qui domine la Ligue 1, c'est l'équipe qui a le plus gros différentiel entre le potentiel et ce qui se passe, quoi. C'est vraiment Lyon, on exploite à 1000%. Lens, j'en parle même pas. Bon, Paris, c'est encore un cas particulier. Lille, finalement, quand on regarde l'effectif, c'est pas si jojo que ça. Ils arrivent à avancer. Non, mais c'est pas fou. Ils sont à leur place. Oui, exactement. Ouais, ils sont à leur place. Mais que Lille soit à 3 points de l'OM, c'est pas normal. Non, vraiment pas normal. Je suis d'accord avec toi. On va parler de Lyon, justement. De Lyon qui fait une saison assez inattendue. Ouais. 4e de Ligue 1, 1er de Ligue Europa. Ils cassent tout en Europe. C'est assez hallucinant. Alors qu'ils ont perdu Cherki, Lacazette, Perry, Mikotadze. Voilà, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs cet été parce qu'il fallait renflouer les caisses. Mais Lyon est là, et bien là. Grâce à qui? Grâce à Paulo Fonseca qui fait un travail exceptionnel sur le banc de l'OL. Alors on a formulé cette question de manière un peu provocatrice, mais Cyril, est-ce que Fonseca est aujourd'hui le meilleur entraîneur de Ligue 1? Bon, c'est pas possible de dire oui à cette question, sachant que dans cette Ligue 1, il y a Luis Enrique. En revanche, je le mets dans la même catégorie que Pierre Sage sur la personne qui maximise le mieux les forces en présence. Et à mes yeux, c'est quand même la qualité première qu'on attend d'un coach. Je suis assez bluffé, honnêtement, et surtout bluffé par le fait que le miracle lyonnais du début de saison, où ils avaient fait un 15 sur 15, voire 18 sur 18, je ne sais plus, où on s'était dit, bon là, ils étaient en sur-régime, ça va finir par chuter. Finalement, c'était pas du tout un miracle. C'était quelque chose sur lequel Fonseca avait construit. Je suis d'autant plus bluffé que je suis retourné voir la première conf de Fonseca au moment où il remplace Pierre Sage. Souvenez-vous du contexte, il arrive, Pierre Sage, idole lyonnaise, exactement. Et le premier truc qu'il dit, c'est « Je trouve que cette équipe de Lyon, elle encaisse trop de buts ». C'est un truc historique presque à Lyon. C'est une équipe qui a toujours marqué beaucoup de buts, mais qui prenait aussi beaucoup de buts de casquette. Chaque contre, on avait l'impression que l'équipe allait encaisser un but. Bah là, c'est une équipe qui est chiante à jouer, mais vraiment, et qui joue à sa main, c'est-à-dire ils sont en capacité de faire déjouer. C'est pas une équipe qui produit un jeu exceptionnel. C'est chiant. C'est un peu chiant, les matchs de Lyon. Mais par contre, qu'est-ce que c'est costaud, qu'est-ce que c'est collectif, et qu'est-ce que c'est préparé, en fait. Et c'est là où j'ai envie de rendre de faire une éloge de Fonseca. Je pense que dans l'analyse avant-match, la préparation des matchs, c'est fantastique. Vraiment, les plans de jeu à chaque fois, il a rarement faux. Par contre, les lectures de match, c'est souvent très compliqué. Ça a coûté cher Manchester United l'année dernière, par exemple. Ça aurait pu coûter cher face à Brest le week-end dernier, où ils sont à 2 doigts de se faire égaliser. Mais en tout cas, dans la préparation des matchs, je suis vraiment bluffé par ce qu'ils font, parce que, en fait, c'est juste très très compliqué de jouer à l'Olympique Lyonnais, et c'est une qualité un peu souvent sous-estimée, quoi. John Textor a fait beaucoup de mal à l'OL. Il a laissé un bazar pas possible, il a flingué des carrières, il a creusé des déficits. En revanche, ce qu'il a réussi, c'est le choix de ses coachs. Pierre Sage, incroyable, incroyable flair. S'il n'y a pas Textor, aujourd'hui, Sage, il est à l'académie et il entraîne des U15. Et alors, Paulo Fonseca, bon, moins de flair parce que c'était quand même l'entraîneur. Il était plus gradé, mais il faut aller le chercher à l'AC Milan. Il faut aller le chercher, il faut le convaincre de venir à Lyon, où il n'y a pas un rond. Et donc, bravo John Textor pour ça, mais alors, pour le coup, vraiment, juste pour ça. Voilà. Je pense, alors je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur Paulo Fonseca. Je pense que ce que fait Pierre Sage, c'est quand même plus fort, parce que Lyon est plus loin, et il est en route pour un titre de champion de France potentiellement, Pierre Sage. Ça enlève rien à son mérite, mais je pense que Fonseca, il a eu une chance sur cette saison, c'est qu'à Lyon, là, la pression, elle est proche de 0. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à une saison cataclysmique. Tu perds tous tes meilleurs joueurs encore, je le disais tout à l'heure, mais à partir du moment où tu es aspiré, c'est-à-dire que tu as un parapluie au-dessus de toi, une défense qui est toute bête. Si ça se passe mal, c'est à cause de ceux qui ont laissé ce bazar-là. Donc là, la pression qui est proche de 0, c'est très important. C'est même capital. Surtout dans des clubs comme ça. Exactement. Tu as une présidente propriétaire qui est loin des affaires, qui te laisse tranquille. C'est-à-dire que le boss, c'est toi. Le boss du sportif, c'est toi. Il n'y a personne qui vient foutre ton nez. Le cadre, il est clair. Les rôles, ils sont définis. Le cap, il est... Voilà. Et tu as un effectif où tu n'as plus un mec gradé. Si tu enlèves Tolisso, t'as que des mecs quand même qui sont là pour beaucoup de jeunes. Des trouvailles aussi, des mecs. Des trouvailles. Donc, tu as un effectif qui est malléable et quand tu prends les carrières de chacun, la carrière de Fonseca par rapport à tous, sauf Tolisso, encore une fois, qui est champion du monde, qui a joué Bayern Munich, voilà, c'est facile. C'est facile.
Ça n'enlève pas son mérite. Hein. Ouais. Ça n'enlève pas son mérite, mais juste, il y a un environnement qui est beaucoup plus simple. Et ce que ça nous prouve, cette saison de l'OL, c'est ce que je disais l'été dernier, c'est que finalement, tu peux avoir une équipe nettement moins talentueuse, mais quand tout est cliné, quand tu as un environnement qui est stable et non toxique, bah, c'est beaucoup plus facile de réussir. Juste 2 secondes sur ce que disent les joueurs à la fin des matchs. Maitland Nice, après la victoire de jeudi, on se sent bien, on a un esprit collectif, nous nous battons ensemble en équipe. Kalis Mera, il y a quelques temps, on aurait craqué en fin de match, mais on est tous soudés, on a envie de se bagarrer. Ça a l'air de rien, c'est des paroles de footballeurs. Mais ça dit juste que c'est une équipe. Ouais. C'est une équipe. L'an dernier, Lyon n'était pas une équipe, c'était une somme d'individualités sans doute un peu plus fantastique que celle qu'il y a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une équipe. Et le mérite quand même, oui, évidemment, à Paulo Fonseca, à ceux qui ont construit cette équipe. Ouais. Mais voilà, ça change tout. Ça change absolument tout. Cet esprit de corps, cet esprit de groupe. Ce qui est intéressant aussi, c'est on retrouve le Fonseca de Lille aussi, sur des projets. Oui. Voilà, on se souvient de son passage à l'AC Milan, ça a été très, 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 très compliqué, pour résumer. Là, on a l'impression que Schultz, il y avait un potentiel, mais il le multiplie par 10. Morera, il y avait un potentiel, il le multiplie par 1000. Morton, Niakate qui est redevenu un... Enfin, en fait, il n'y a aucun joueur, c'est peut-être Maitland Nice, mais il n'y a aucun joueur à Lyon cette saison qui fait une mauvaise saison. Alors que il y a quand même des blessés. Enfin, quand Fofana se blesse, tu te dis tu perds Niakate aussi quand même sur la CAN. T'as pas d'avancante pendant 6 mois. Il y a Hendrick qui arrive, il y a des choses qui vont changer, mais pendant 6 mois, ton avancante titulaire, c'est Satriano. On a vu les difficultés que ça a. Donc, réussir à avancer avec ce contexte-là, ça dit quelque chose du boulot qui est fait, moi je trouve, sportivement. Et on parlait de Fonseca, effectivement, la cellule de recrutement, il faut quand même aussi rendre hommage là-dessus, parce qu'il y a des vraies trouvailles que aller chercher Soul. Après, je pense que ce que je disais pour Fonseca, c'est vrai aussi pour les recrues, c'est-à-dire que c'est pareil. Tu arrives dans un environnement qui est sain et où les mecs sont presque un peu tous au même niveau. Oui, mais à une époque, venir à Lyon, c'était l'enfer. Parce que le vestiaire, il était tenu par les Jordan Ferry, les Lopez, les Lacazette, les Tolis, tous ces mecs-là, les Umtiti, tous ces mecs-là qui faisaient un peu la loi et c'était très compliqué. Là, tu viens dans un club où tout est à construire, où finalement, tu as zéro pression sur les épaules. Enfin, Schultz, quand il arrive, Karabet, tu te dis pas, c'est le mec qui va te propulser l'OL à la 4e place. Abner qui est latéral gauche, second choix, et qui devient relayeur droit. Et en plus, tu sens une ambiance, tu sens un truc qui est... Donc, encore une fois, je n'enlève mais rien au mérite de la seule recrutement ou des mecs qui sont arrivés. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile, en fait. Et si tu faisais les mêmes recrutements l'an dernier, ils se seraient tous crachés. Oui. Parce que Nouama, c'est pas un mauvais joueur. Ou tous les mecs, Benrahma, c'est pas un mauvais joueur. Ce sont des meilleurs joueurs. Mais c'est simplement qu'ils sont pas arrivés au bon moment. Là, je pense que c'est le bon moment pour arriver à l'OL, pour faire son petit bout de carrière à l'OL, parce que tous les éléments sont réunis pour réussir, selon moi. Après, juste le petit bémol, c'est que, déjà dans les matchs, il n'y a pas de marge. Il y a zéro marge. Peu de marge. Ouais, il y a très, très, très peu de marge. Il y a une réussite maximale. Thierry, tu regardes plus les matchs de moi que l'OL, mais tu prends le match de Ligue Europa, par exemple, je crois que c'est 0 tir en seconde période. Donc, voilà, t'as quand même... Et tu tiens... Et puis là, tu sors sur une dynamique qui est... Voilà, c'est ça. Tu tiens à la dynamique et à la confiance, qui sont les 2 éléments les plus fragiles de l'histoire du football. C'est-à-dire que tout ça tient sur un fil. Malgré tout, pour moi, en Ligue 1, alors ça suffit pas à gagner des grands titres, tu peux pas gagner des grands titres comme ça, mais ça peut suffire à être top 4, voire top 3, dans une Ligue 1 qui est quand même moribonde, qui est dans une séquence où tu as tous les clubs qui vendent, tu as des projets qui tu te demandes où ils vont. Donc, ça peut suffire dans une Ligue 1 au niveau cataclysmique. Et donc, je me dis que cet Olympique Lyonnais peut tout à fait terminer dans le top 5 en ayant des ingrédients qui sont minimes. Mais le minimum, ça peut suffire. Il y a quand même un nom qu'on n'a pas encore cité. Oui, c'est Hendrick. Il faut voir aussi comment Hendrick arrive. S'il garde cette valeur collective-là, les gars, derrière, et que Hendrick magnifie enfin le travail, parce qu'il se crée des occasions quasiment tout seul, là, ça va devenir très intéressant pour l'OL. Mais tu mets Hendrick, c'est un très bon exemple, Hendrick. Bon, je ne sais pas si ça va réussir, mais il fait des débuts qui sont très consistants. Incroyables. Tu mets Hendrick l'an dernier dans la même équipe, où il y a 1 an et demi, où il y a 2 ans sous Textor, ça aurait typiquement été la recrue que Textor aurait pu voir débarquer. Ça aurait sans doute été catastrophique, mais vraiment catastrophique. Donc encore une fois, Hendrick, il arrive dans un truc, et moi, pourquoi pas
pourquoi pas mettre ses 7, 8, 9, 10 buts à la fin de saison et amener Lyon sur le podium, c'est tout à fait possible. Ça peut être le mec qui te fait basculer d'une saison. En tout cas, c'était pas Satriano, a priori. Non, c'était pas Satriano, ça c'est certain. On a parlé d'un entraîneur qui a le vent en poupe. On va désormais parler d'un entraîneur qui fait un petit peu la tête, c'est Pep Guardiola. Pep Guardiola parce que Manchester City est dans une sale passe, on va dire les choses très clairement. Défaite dans le derby face à Manchester United, une défaite où il n'y avait pas grand-chose à récupérer du côté de Manchester City, 2-0. Et une défaite cette semaine en Ligue des Champions face à Bodo Glimt. Les joueurs de City, par populisme presque, forcés de rembourser le déplacement à leurs supporters. C'est pas ça le sujet. On va s'interroger sur le choix de Guardiola en novembre 2024 de prolonger avec Manchester City. À l'époque, Guardiola était en fin de contrat en 2025, donc il lui restait plus que 6 mois à faire. Et il a fait le choix de prolonger jusqu'en 2027. Depuis, Martin, il y a eu 77 matchs qui ont été joués. Il y a eu 20 défaites pour Manchester City. C'est 20 défaites. La dernière, je pense que faut se rendre compte à quel point elle est humiliante quand même. Hein. Quand tu regardes ce que disent les joueurs à la fin, ils parlent de honte et tout ça. Perdre à Bodo Glimt quand tu es à Manchester. Je crois qu'il y a moins de monde qui habite Bodo Glimt que le stade de l'Etihad Stadium. Ah ouais. Non, mais faut se rendre compte de ça. Donc ça, c'est juste l'arrivée. Mais simplement, quand il prolonge, Guardiola, le verre est déjà dans le fruit. C'est-à-dire que City est déjà en dégrépitude. Donc ça a fait un peu les montagnes russes. Il y a eu des passages un peu meilleurs. Je pense à l'automne dernier où c'était un petit peu meilleur. Là, ça replonge assez sévère. Finalement, City, on est sur une reconstruction complète. On a tout changé. Sauf sur le banc. On a dégagé les cadres, ceux qui t'ont fait gagner ta Ligue des Champions, les Gundogan, les De Bruyne, les Ederson, Mahrez. les Kyle Walker. Kyle Walker, j'adorais ce joueur. Enfin, bref. Et t'as fait venir, parce que ce qu'on ne dit plus, c'est que City a financé 7 des 13 plus grosses transferts de l'année 2025. C'est-à-dire qu'ils ont mis un fric monstre. C'est pas une équipe qui s'est tournée vers son académie, non. Ils ont Marmouche, Cherki, Nico Gonzalez, Gueye, récemment. Oui, et récemment, tout à fait. Ait Nouri, mais Gueye, je le mettrai à part parce que Reiners. C'est un mec qu'on n'a pas encore vu. Et ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas parce qu'on a oublié de faire un ménage total. Moi, je serais reparti sur un nouveau projet absolu. Donc, tu vires Guardiola, merci, bravo, c'était super, c'était génial, c'était même fantastique ce que tu as fait avec City. Là, Guardiola a vu une partie de son staff s'en aller. Il a recruté le numéro 2 de Klopp. Il nous a dit qu'il y aurait un tout petit peu plus de verticalité. Tu dégages Ederson pour faire venir Donnarumma, donc tu te dis il y a un changement de paradigme, il y a quelque chose de nouveau. Et tu vois que ça coince, tu vois que ça marche pas, tu vois qu'il n'y a pas d'élan dans cette équipe-là. J'ai du mal à identifier aujourd'hui l'identité de ce Manchester City. Qu'est-ce qui est devenu Manchester City ? La réponse, ça a été des investissements massifs, mais ça suffit pas. Il faut une direction, il faut quelque chose. Et là, j'ai l'impression que Guardiola, il est en train de s'emmêler un petit peu les pinceaux. Alors, il y a rien il y a pas le feu au lac. Ouais. Ils sont un peu largués dans la course à la Première Ligue, mais ils sont deuxième. Ils sont un peu largués dans le course. Non, ils sont pas largués dans la course au top 8. Ils peuvent encore être dans le top 8, mais aujourd'hui, à leur H, ils n'y sont pas. Mais tu as surtout le sentiment que la toute-puissance de City, cette équipe qui dégageait un truc incroyable, ça s'est complètement évaporé, quoi. En fait, c'est marrant, mais c'est plus une équipe de Guardiola quand on la regarde. Oui, on a perdu le côté implacable et le côté imprenable tactiquement, quoi. Quand vous voyez le match face à Manchester United, tu parlais de verticalité. La verticalité, elle n'était pas du côté de Manchester City. Hein. Ouais. C'était vraiment caricatural. Donc, je trouve que parfois, Guardiola avait eu des choix dans des matchs importants de Ligue des Champions où il avait fait en sorte que son équipe soit trop fragile et c'était ses choix qui avaient coûté ça. Là, c'est même plus ça. C'est-à-dire que juste, on sait que Manchester City est une équipe fragile, surtout derrière. Ouais, derrière. Après, ils n'ont pas de bol. Hein. Ils ont beaucoup de blessés. Gvardiol, Diaz et mais moi, je te rejoins. J'ai regardé l'effectif. Je crois qu'il n'y a plus que 5 joueurs de plus de 30 ans. Ouais. Alors, le Paris Saint-Germain est un formidable contre-exemple l'an passé, mais je trouve qu'il manque quand même des grognards, des mecs qui incarnent quelque chose, et que là, finalement, tu repars sur un nouveau cycle. Alors oui, il y a de la fraîcheur, tu as des Cherki qui te met des talonnades, des trucs comme ça, il y a des moments de football très sympas, mais dans la globalité d'un match,
il y a beaucoup de manques. Et je trouve que ça ressemble pas trop à Guardiola. Et pour en revenir au choix initial, je pense qu'en novembre 2024, il faut se souvenir aussi du contexte, le choix de Guardiola, il le fait pour des mauvaises raisons. Il le fait par confort, parce que tu l'as rappelé, en termes de confort de travail à Manchester City, il a trouvé un équilibre très très agréable. Et surtout, il le fait par fidélité, à un moment où on ne sait pas encore si Manchester City va être sanctionné par la Première Ligue. On ne le sait toujours pas d'ailleurs. Non, c'est une enquête digne des meilleurs Sherlock Holmes. Et donc, on se dit potentiellement, il va falloir très très vite pouvoir permettre à Manchester City d'être compétitif. Et donc, Guardiola se dit, pour tout ce que le club m'a donné, je vais rester parce que s'il y a une sanction, je serai en mesure de pouvoir incarner quand même une ambition sportive et faire en sorte que... Et en fait, depuis, il y a cette enquête qui traîne et ça dessert presque sportivement et je pense que, City parce qu'ils sont dans un entre-deux de qu'est-ce qu'on fait ? On reste compétitif parce que t'as Guardiola, quoi qu'il arrive, t'es compétitif, tu l'as dit. Surtout, t'as des mecs qui ont coûté 80 millions. Exactement. Voilà, tu fais venir. Enfin, t'as un attrait en ayant Guardiola sur ton banc que t'auras pas en ayant Enzo Maresca si on se fie au rumeur. Non, mais puis surtout, t'as des ronds, c'est-à-dire que tu peux te proposer des contrats aussi. Oui, mais des ronds, tu t'en auras aussi si c'est un autre entraîneur. Là, avec Guardiola, tu t'achètes une forme de sécurité sportive. De tampon. Voilà, on sera en Ligue des Champions, on y aura moyen de faire des coups. Et en plus, tu es attractif parce que ton discours auprès des Cherki, auprès des jeunes, si c'est tenté, c'est le projet de City, c'est sûr que quand le téléphone sonne et que c'est Guardiola au bout du fil, ça a un impact. Ouais, tout à fait. Mais je trouve qu'ils sont dans une forme d'entre-deux qu'ils n'ont pas encore résolu et que Guardiola entretient aussi un petit peu parce que ses conférences de presse sont... c'est un peu vide en fait, voilà, il n'y a pas de... Nous devons redevenir ce que nous étions. Ouais, voilà. C'est ce qu'il dit, nous devons redevenir ce que nous étions. Ça fait 1 an qu'il fait ça. Il y a 1 an, ils prennent 5 à Arsenal. Il faut se souvenir de ça. Ouais, bien sûr. Il y a 1 an, ils se prennent 5 à Arsenal et tu n'as pas l'impression qu'il y a eu un espèce de projet. Effectivement, tu as eu une colonne vertébrale qui s'en est allée, ils ont dépensé à foison. Un truc qu'on dit pas trop, parce que t'as pas de mec à 120 millions, 130 millions. Oui, non, mais si t'additionnes, franchement, ça donne le tournis encore sur ce mercato d'hiver. Mais, effectivement, moi, je pense que City, depuis 1 an et demi, est dans une crise d'identité absolue. Qu'en plus, t'as le couvercle Guardiola qui fait que tu dois rester quand même un petit peu dans son écosystème à lui. C'est marrant parce que tu vois, il y a un nouveau directeur sportif, par exemple, qui vient du Sporting. On sait pas trop. Quelle est sa marge de manœuvre, quelle est la marge de manœuvre de Guardiola. Donc là aussi, pour libérer les énergies, on a l'impression, c'est ce que tu disais, tout a été changé dans le club, sauf le banc. Et donc on ne sait, le banc reste omnipotent parce que c'est Guardiola. Le banc a changé, mais pas celui... Oui, pas le décisionnaire final. Quoi. Parce que le fait qu'il fasse venir le numéro 2 de Klopp, moi je m'étais dit, et puis le fait que Donnarumma arrive et tout, avec Haaland devant, tu te dis, il y a un changement de paradigme. Bon. Et là encore, t'es dans un entre-deux qui est très très difficile à décrypter. Et finalement, t'es sur un truc, tu peux faire une série de 3 matchs et tu vas perdre à Bode Glimt. Et contre Manchester United, pardon, mais Manchester United. Tu parlais d'irrégularité. On parlait d'irrégularité avec l'OM. Il y a aussi un petit peu de ça avec City. Et la cause, elle est aussi tes cadres qui sont pas au niveau. Il te manque Ruben Dias, qui, moi, que je trouve quand il est là, c'est pas du tout la même équipe. Et au milieu, Rodri n'est pas encore redevenu le Rodri qu'il était au moment de son Ballon d'Or. Je pense que c'est le principal problème pour le contrôle du match et du ballon. Bien sûr. Voilà, le fait que Rodri, effectivement, soit pas encore à son niveau, est-ce qu'il le retrouvera un jour ? Mais bon, pour dédouaner Guardiola, il faut aussi prendre la liste des blessés depuis 1 an et demi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même... il y a 10 jours où tu as quand même Dias qui se pète, et juste après, tu as Gvardiol dont la saison est terminée. Ça touche le même secteur. Donc aujourd'hui, avec Kusanov, c'est un peu compliqué. Mais bon, Kusanov, ils ont mis 40 millions dessus à un moment. Ça serait bien aussi qu'il puisse être un petit peu fiable. J'allais dire, et puis tu peux aussi mieux investir ton argent quand tu vois que tu utilises Matheus Nunes, qui est un numéro 10 de formation en latéral. Bon, peut-être à un moment, investis sur un latéral. Puis t'as un peu flingué avec Nouri qui était très bon. Et bon, bref. Beaucoup à surveiller, City, à surveiller parce que ça peut vite tourner aussi. On passe à mon moment préféré de l'émission ? Le quiz ? Tout à fait. On accueille Quentin Guichard. Salut messieurs.
Salut Quentin. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. C'est un quiz, une coiffure. C'est un quiz, une coiffure, c'est une farandole de... voilà, c'est Une farandole capillaire. farandole capillaire. Ouais. La semaine a été bonne? Ouais, On passe vite. On passe vite. T'as pas envie qu'on insiste sur... On n'a pas le temps pour ces Ok. conneries-là. Rien au milieu, du coup, maintenant. Ouais, on tente... Frange éclatée. Ouais. C'est insupportable cette rédaction. Le moindre changement Non, mais est scruté, critiqué. Non, non, C'est pas, est-ce que c'est pas c'est cette critiqué? rédaction. C'est pas Est-ce cette que rédaction. est-ce que c'est cet homme. critiqué? Est-ce que C'est cet homme. est-ce que j'ai critiqué? Je peux saluer Ouais, aussi une forme d'audace. farandole capillaire, c'est sûr Voilà. que c'est positif. Bah, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon, on a vibré cette semaine. Hein. On a vibré Non. côté mercato. Hein? Hein, et on a été fébrile toute la semaine, Pourquoi? mais finalement, Je sais même pas ce qui s'est passé. Finalement. Ah non, les Polonais. en jeudi Ligue 1. soir, Arrête. Rennes Ah a non. officialisé la signature du milieu de terrain polonais, Sebastian Szymanski, Oh et c'est non, l'occasion c'est- rêvée, idéale, Mais comment t'as su, toi? pour jouer J'ai vu, mais tu veux, je vais Les te dire. Polonais de Ligue ce 1 avec matin. Non. les joueurs polonais du championnat de France depuis 1990. Ok, j'en ai Alors. 3, je pense. Séance de tir au quiz, 5 tentatives chacun. Le toss. Première question du toss, parce que j'ai préparé 2 toss, parce que je Ouais. sens que vous allez être nuls. Bah, oui. Premier toss. Alors, on connaît tous le numéro 9 de la sélection polonaise, Robert Lewandowski. mais qui porte le numéro 10? On a plusieurs, on peut dire Ce n'est plusieurs pas trucs. un joueur de Ligue 1, donc n'allez pas vous griller des jokers. On peut dire plusieurs. Oui, bien sûr. Berezovski. Non. Blazikowski. Non. Je suis sûr qu'il joue. Moi non plus, Berezovski. Je suis pas sûr. Non, mais en fait, là, le problème, c'est que je vais dire des. Alors, je vais garder. Qu'on va regretter. Alors, attention, sachez que Julien, notre stagiaire, qu'on salue, a trouvé la réponse immédiatement. Le numéro 10 de la Mais Pologne. est-ce que j'ai pas toujours dit que ce stagiaire Julien Il est est, vraiment ouais. très il est fort? bien plus Ouais. compétent. Pour une fois que tu nous nous tous. choisis un bon stagiaire, Cyril C'est Bravo, vrai, hein. c'est vrai. On passe peut-être à la deuxième question du toss parce que l'on se ridiculise. Ouais. C'était qui? C'était Piotr Zelinski, Ah oui, vice-capitaine bien qui sûr, joue ok. à l'Inter, bien Oui, sûr. ouais. Attention, deuxième question du toss. Qui est le champion de Pologne en titre? Legia Legia Varsovie. Varsovie. Et non. Bon, bah voilà. Cracovie. Non. Bisla. Non. Non, c'est champion de Pologne. En titre. Qui est actuellement 8e du championnat cette saison. Hein. Bah, c'est Varsovie. Et non. Il participe à une compétition connais deux européenne. Bien sûr. Je connais deux villes en. Ouais, oui. C'est terrible. M'obligez pas à faire la troisième question. Ah, bah, Bah, si, si, voilà. allez, troisième question. Mais t'es Troisième sérieux question. Mais non, mais vous êtes Très catastrophique. Bon, alors le champion en titre, c'était le Lech Poznan. Ah oui, mais oui, oui, je oui. Poznan, putain. Bon, alors quelle est la capitale de la Pologne? Varsovie. Oui, Voilà, voilà. allez, c'est parti. Martin, c'est parti. Allez. Alors attention, petite précision importante, nous jouons avec les nationalités sportives. Ok. Retenez bien ça. Donc nationalité- Ludovic Obraniak, ça marche par exemple. Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak passé par Metz, Lille et Bordeaux. Camille Glick. Camille Glick, défenseur passé par Monaco. Un partout. Piotr Zwierzierski. Passé par Saint-Etienne, Bastia et Eh oui Marseille, le milieu de terrain. Grozicki à Rennes. Putain, c'est lui que j'avais. Camille J'en ai Grosicki, la légende du Stade Rennais, bien sûr. Et voilà. J'en ai plus. Et voilà. Allez, de partout, le quiz commence. Zarmak. Comment tu dis? Zarmak. Avec un Z? Ouais, de Auxerre. Zarmak? Non, j'ai pas. Putain, merde. Attends, je vérifie. T'as le prénom ou pas? Attends, c'est pas Zarmak qui s'appelle? De toute façon, c'est Zarmak, c'est pris, c'est sûr. J'ai pas Zarmak. Je n'ai pas Zarmak, Martin. Mais Je suis attends, obligé comment il de te le s'appelle refuser. Merde, le joueur d'Auxerre. Je suis obligé de te le refuser. C'est à moi? Cyril, je t'écoute. Frankowski. Alors, il me faut un prénom. Mais celui qui a joué à Lens, qui joue désormais à Rennes. Je suis obligé parce qu'il y a... Voilà. Non, mais ça, c'est abusé. Comment il s'appelle Frankowski? Je crois que j'ai l'orthographe de son prénom, mais je suis incapable de te le dire. Comment tu peux me demander un prénom? À la limite, donne-lui le deuxième Frankowski, ça me va. Mais laisse-moi le Frankowski. Bon, tu me donnes ses clubs? Non, mais vas-y, donne-lui. En Ligue 1, Donne-lui. Lance. Lens. Et Ouais, C'est Rennes. Prémislav, non C'est Prémislav Ah oui, c'est Frankowski, le défenseur qui joue actuellement à Rennes, passé par Lens. Cyril prend l'avantage 3-2, Martin. Ouais, bah j'ai le buteur d'Auxerre et je suis incapable de me remettre son. C'est un truc de fou. Polonais, putain. Il y en a encore des récents, là? Ouais, il doit y en avoir. Oui, oui, oui. Putain, mais comment il s'appelle le mec, il a mis 800 milliards de buts Ouais, en oui, Ligue 1. je l'as, là je laisse sous les yeux. Je laisse sous les yeux, Martin. Commence par un Z. Ah! Non, non.
Non, c'est pas un Z. Non. Je sais pas Je pourquoi. pense en avoir un. Ouf, ça va être dur ça. Voilà, attends, on se calme. Ah, vire-le lui de la tête et prends-en un autre. Jerzy Douda. Non, il n'y a pas un Douda. Non, il n'y a pas de Douda, non. Il n'y a pas de Douda. Alors, Ah Je suis désolé, Martin. je les suis confonds. désolé, Je les confonds. je tente quelque chose. C'est une balle de match, Je tente Cyril. un Yellen qui a joué à Auxerre. Ah bah oui, bien sûr. Ireneus Yellen. Ah, faut pas y aller sur les prénoms. Ouais, là, faut pas y aller sur les prénoms. Qui est passé par Lille également, l'attaquant. Ah oui. Oui, c'est vrai. d'Auxerre et Lille. Putain, fait chier. Alors, Victoire de t'as- Cyril 4-2. Comment il s'appelle, l'attaquant d'Auxerre? Ah bah moi je pensais que tu pensais à Yellen. Non, c'est pas Hélène. Alors attends, attaquant d'Auxerre, est-ce que j'en ai d'autres? Attaquant d'Auxerre, je regarde dans ma petite liste. Moi, j'ai Alors j'ai Marcin Ah oui. Kouzba. Ah non. Non. Ah oui, putain, Marcin Kouzba. Marcin Mais il Kouzba. a joué à Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, ouais. Auxerre Saint-Etienne. Marcin Kouzba. Alors est-ce que j'en ai d'autres, des attaquants passés par Auxerre? Non. Non, non, bah. Ah si, j'ai Piotr Wlodarczyk. C'était pas du tout lui. Un autre pour le panache, Cyril? Polonais, là. D'enfoncer le clou. J'en ai vu un là sur la liste, c'est honteux. Ouais. On est honteux. Ah, il en manque pas mal des. Est-ce qu'il y en a un des qui récents. était latéral gauche à Lyon? Non, mais là tu me demandes. Non, je l'ai pas vu. Ribus, non, c'est pas un Polonais? Pardon? Ribus? Massiège Ribus? Ouais. Ben, bien sûr, Cyril. Ah. Bien sûr. Bravo. Bravo, Cyril. Alors, je vais vous donner les récents, les très récents. Marcin Bulka, Ouais. gardien Ah oui, oui, de bien Nice et du PSG. bien sûr. L'autre Frankowski, c'était Thomas Frankowski de Strasbourg. Bien On ne sûr. connaît pas. Alors, qui est-ce qu'on avait? On avait Grégor Krikoviak, Ah ouais, on passé par Bordeaux, c'est lui que j'ai par Reims, Oh. par Nantes et par le Paris Oh là là, Saint-Germain. oui, bien sûr. Eh oui. On avait, si vous m'aviez dit Lewandowski, je vous aurais accepté la réponse, puisque, bien sûr, vous le savez, Gregors Lewandowski Ouais. a joué à Caen. Ouais. On avait Radoslav Majecki, l'actuel Ah oui, gardien oui, oui. Monaco. de Brest, Brest et Monaco. ouais. prêté par Monaco. On avait Damien Perkis, Ah ouais. passé par Troyes, Saint-Etienne et Sochaux. Oh, mais je l'ai senti ce quiz. Voilà pour les principaux noms. Je l'ai senti ce quiz. Ouais, tu sais que j'ai lu ce matin Ouais, mais le c'est journal fort. et je me suis dit, il va pas le faire. Quand Et même. bien Les sûr que Polonais si. de Mais vous Ligue un. avez été bien meilleur que ce que l'ensemble de la rédaction prévoyait. Ah, Ils vous ont, ils ont vendu Mais là, la en fait, peau de il y en a l'ours. plein qu'on connaît. Ben oui. Bravo Cyril. ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas Ouais, gagné. ça faisait. Non, que j'avais pas gagné contre Martin. C'est la première fois, non? Précisément. Non, Si. non, je te permets pas. Si t'arrives dans la rédac en 2015, qu'on disait, je pense que c'est la Ouais. première fois qu'il gagne. Donc c'est quand même pas Mais mal. attends, mais là on va Une passer un victoire. vendredi agréable parce que Une victoire on va en moins l'entendre un petit peu. C'est vrai qu'on va moins l'entendre. Pas du tout. Vous m'entendez que je perde, que je gagne, parce que moi j'en ai rien à faire de perdre, de gagner. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Ah ouais. Attends. Voilà. Et là, on s'est vraiment fendu la poire. Ouais. Hein, on s'est vraiment fendu la poire. Merci Quentin, c'était vraiment génial. Non, alors là, attention, parce que là, vous Et n'êtes autant jamais pour le content. quiz, Vous n'êtes non, jamais mais c'est- content j'ai- des quiz. Ah Mais non, non, c'était bien. j'étais C'était bien. original. C'est insupportable. c'est mieux que les insupportable. silhouettes que tu découpes, où c'est des grands ronds blancs. Insupportable. C'est sûr que c'est un peu mieux. Ah moi j'ai bien aimé. Bon, je Voilà, pense que j'ai bravo. gagné, mais bon. Bravo. Bravo Cyril. Eh ben merci Quentin. Merci à vous. Merci Simon. Merci, Simon. Début du joueur Rennes ce week-end. Il s'appelle comment tu m'as dit? Sébastien Zimanski. Ah oui, d'ailleurs, on aurait pu le dire, mais. Eh oui. Non, il a Ah pas oui. joué en Ligue 1. Ah non, je l'avais inclus. Ah oui, Vous auriez d'accord. pu le dire. Mais ça c'est un spécial. Ouais. Tu donnes la réponse et le. Enfin, Eh oui, faut qu'on le bah, fasse. c'est la signature. Mais Ouais. alors je voulais le faire, j'ai oublié le nom que tu Eh oui, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Pareil. Merci Simon, merci Quentin. Rendez-vous sur Eurosport pour la fin de l'Open d'Australie quand Tout à même. fait. On rappelle que potentiellement il y a un petit Sinner Alcaraz, pas piqué des hannetons en finale. Oui, mais il y a encore des du jolis chemin. huitièmes, des Il y a jolis des- quarts il y a et des des- jolies demi-finales. Cyril. Avec des. Ah non, pardon. Non, Sans pas de français, non, sans évidemment. Mais c'est pas Euh, sans français, mais pas sans frisson. Oh là là là, bah là, moi je me casse. Moi je me casse. Mic drop. À la semaine prochaine. Ciao.